Donc je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de l'association Chrysalis Drôme et de toute l'équipe de bénévoles qui a préparé cette journée et qui a tenu à vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence nombreuse, pour ceux qui sont déjà assis et ceux qui ne vont pas tarder à venir s'asseoir, puisque nous avons à ce jour 160 personnes qui se sont inscrites à ce colloque et 12 intervenants. C'est un nombre important et nous sommes plus nombreux que nous ne l'étions en 2010, quand notre association avait organisé un colloque qui était intitulé « Quand les décisions de justice bouleversent la place et l'identité de l'enfant dans sa famille ». Alors je voudrais remercier tout d'abord la mairie de Romans-sur-Isère, représentée aujourd'hui par Madame Cléo Delon, adjointe à la tranquillité publique, qui nous accueille dans cette salle, Jean Villard, mise à disposition par la mairie de Romans. Je voudrais d'emblée vous dire aussi que le thème, l'appellation enfant victime, n'est nullement pour nous, l'enfant pour nous n'est jamais un enfant victime, c'est toujours un enfant et nous avons la conviction que cet enfant est un enfant en devenir et qu'il va surmonter cette épreuve de ce qu'il a subi. Mais nous avons retenu le terme d'enfant victime pour la compréhension du sujet de ce jour et que vous compreniez que c'était l'enfant dans la procédure pénale. C'est pour ça que nous avons utilisé le terme d'enfant victime. Je voudrais vous dire aussi que nous n'entendons nullement opposer les enfants victimes et les enfants auteurs et que, bien entendu, tous les enfants ont besoin d'être défendus. Je voudrais saluer parmi vous la présence de plusieurs étudiants. Alors nous avons d'abord des étudiants de l'Université Pierre Mendès France à Valence. Et je voudrais leur dire que peut-être certains d'entre eux vont devenir gendarmes, avocats, magistrats, et que s'ils souhaitent venir faire un stage ou faire un mémoire, notre association, et je pense aussi toutes les autres associations présentes dans la salle, leur sont ouvertes et que c'est avec joie que nous les accueillerons. Nous avons également 3 élèves de première ES qui ont été accompagnés par leur assistante sociale scolaire, que je salue. Et nous avons également une élève de 3e qui est en stage de découverte dans un cabinet d'avocats. Et je remercie ces jeunes d'être présents parmi nous. Nous avons également une future élève avocate qui est en stage à la Maison de la Justice et du Droit auprès de Madame Frandon, qui en est la directrice infatigable et dynamique. Je la remercie également d'être présent parmi nous. Nous avons un public très diversifié dans la salle et ceci est, la diversité de ce public rejoint la diversité des intervenants. Et cela aussi rejoint la diversité de cette chaîne pénale que va rencontrer l'enfant. Donc, diversité des intervenants. Nous allons avoir un travailleur social, un magistrat, un gendarme, une psychologue, un magistrat, un avocat, des bénévoles. Et nous avons dans la salle, hormis les étudiants que je viens de citer, toutes sortes d'actifs. Nous avons des psychologues, des éducateurs, des assistantes sociales, une sage-femme, des infirmières, des puéricultrices, des conseillers conjugaux, un enquêteur social, des médiateurs pénaux, de très nombreuses associations, composées là aussi de salariés et de bénévoles, le CIDF, l'UDAF de la Haute-Savoie, Enfance et Partage du Rhône, Enfance majuscule de la Drôme, Remède de la Drôme, la Sauvegarde de l'enfance de la Drôme, l'Association des Tracoles de Saint-Laurent-en-Royan, la Nef de la Drôme, des agents du Conseil général de la Drôme et de l'Ardèche, ainsi que de nombreux représentants de l'Éducation nationale. Votre présence aujourd'hui est un signe d'encouragement fort
à continuer notre action auprès des enfants, qui, s'ils sont victimes un jour, ne sont pas condamnés à être victimes toujours, et qu'ils pourront, s'ils ont été bien pris en charge et accompagnés tout au long de la procédure pénale, fonder une famille s'ils le souhaitent, devenir des parents en capacité d'apprendre à leurs enfants à se protéger de situations de danger et être des citoyens capables de discernement. Je tourne la page. Le Conseil général de la Drôme a décidé d'éditer un guide de l'information préoccupante que vous pourrez télécharger à partir du site internet de la Drôme, et si cela vous intéresse, il y a un papier à l'accueil avec les références exactes où télécharger ce site. Aussi, il nous a semblé important que les agents à l'origine de l'information préoccupante soient informés de ce qui se passe après qu'une information préoccupante ait été adressée au président du Conseil général, ne serait-ce que pour pouvoir expliquer aux familles et aux enfants ce qui se passe après et les longs délais qui s'écoulent parfois entre l'ouverture d'une procédure et une audience de jugement. Monsieur Alain Janton, conseiller général, deuxième vice-président en charge des affaires sociales, de la santé et des solidarités, n'a pu être présent aujourd'hui. Monsieur le bâtonnier du barreau de l'Ordre des avocats du barreau de Valence, Philippe Tatiguian, qui ne va pas tarder à arriver, qui a été membre de la commission avocat d'enfants du barreau de Valence, lui-même éminent pénaliste et habitué des cours d'assises, a bien voulu, par sa présence aujourd'hui parmi nous, témoigner de l'intérêt du barreau de Valence pour le droit des mineurs, auteurs et victimes. 10 avocats, dont 2 anciens bâtonniers, sont présents dans la salle. Et je voudrais les remercier pour leur engagement et leur ténacité à défendre des enfants tout au long de procédures d'instruction qui peuvent durer parfois plusieurs années, lors d'un procès en cour d'assises qui peut durer plusieurs jours, avec parfois un appel à Grenoble et parfois un pourvoi en cassation. La défense des enfants exige écoute, recul, délicatesse, patience, ce qui nécessite du temps pour recevoir les enfants, ce qui est parfois difficile à réaliser avec nos agendas trop souvent surchargés. J'ai la conviction que les jeunes confrères, dont certains sont présents dans la salle, sauront relever le flambeau et assurer la défense des mineurs. Un projet du gouvernement, pour l'instant suspendu, visait à diminuer le coût de l'unité de valeur, donc à réduire le montant de notre indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle. Enfin, Madame Nathalie Niaison, députée de la 4e circonscription de la Drôme, qui soutient notre association depuis de nombreuses années, car elle assistait déjà à nos assemblées générales alors qu'elle n'était qu'adjointe à la mairie de Bourg-de-Péage, a bien voulu nous apporter son soutien pour organiser cette journée. Elle est l'auteure d'un rapport au Premier ministre et à la ministre de la Justice paru en juillet 2013. Ce rapport, intitulé « Sur le financement de l'aide aux victimes et la gouvernance de la politique nationale d'aide aux victimes », est téléchargeable sur son site internet de l'Assemblée nationale. Il émettait déjà dans ce rapport un certain nombre de propositions, parmi lesquelles il est proposé que les associations fédérées à une fédération nationale déjà reconnue d'utilité publique puissent bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique. La Fédération nationale des administrateurs ad hoc n'a pas pour l'instant la reconnaissance d'utilité publique, mais je ne doute pas qu'elle l'obtienne. L'association Chrysalis Drôme, qui a déjà obtenu une reconnaissance d'intérêt général, qui lui permet de recevoir des dons déductibles fiscalement, pourrait ainsi bénéficier, via la Fédération nationale des administrateurs ad hoc, d'une reconnaissance d'intérêt public. La Fédération nationale des administrateurs ad hoc pourrait également élaborer une convention de type signée avec le ministère de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé pour mettre en place une meilleure collaboration entre les services de police et de gendarmerie, le parquet, les associations d'administrateurs ad hoc, les unités d'accueil des mineurs victimes et les associations d'aide aux victimes. Enfin, cette année, et comme chaque année, le défenseur des droits, dont fait partie désormais la défenseure des enfants, dépose un rapport auprès du Premier ministre sur lequel il est formalisé un certain nombre de propositions. Et le thème de ce rapport 2013 du défenseur des droits cette année est « L'enfant et sa parole en justice ».
Dans ces propositions, dans ces 10 propositions, il y a un certain nombre de propositions qui se rapportent tout particulièrement à l'administrateur ad hoc et à la journée de ce jour. Je vais vous en citer 4. La proposition 2, mettre en place sur tout le territoire des unités d'assistance à l'audition des mineurs victimes. Alors je tiens à vous dire que dans la Drôme, nous avons beaucoup de chance parce qu'il existe une unité d'accueil des mineurs victimes à l'hôpital de Valence. Et mesdames Barre et Michel qui vont intervenir ce matin vous expliqueront le déroulement de l'audition lors de cette unité d'accueil. Et je tiens à saluer madame Clément Barthès, ancien vice-procureur en charge des mineurs victimes auprès du tribunal de grande instance de Valence, qui était à l'origine de la création sur la Drôme de cette unité d'accueil des mineurs victimes. Sans elle, elle n'aurait pas vu le jour. Proposition 3 du rapport. Évaluer l'utilisation effective des enregistrements des auditions des mineurs victimes auprès des mineurs victimes. Alors là aussi, ça sera évoqué à la fois par madame Barre, puisqu'elle fait partie des gendarmes habilités à réaliser ces auditions de mineurs victimes. Et monsieur Fayol-Noirtière, ancien président de la Cour d'assises, vous parlera du visionnage lors de la Cour d'assises de ces cassettes. Voilà, nous aurons à nous questionner tous ensemble sur l'utilisation et l'intérêt pour les enfants de visionner cet enregistrement vidéo. Proposition 4 du rapport des droits. Conférer à l'enfant témoin un statut juridique précis qui lui garantisse des droits et prenne en compte la vulnérabilité due à sa minorité. En effet, c'est le cas très particulier des frères et sœurs du mineur victime ou des amis mineurs de la victime qui peuvent être parfois entendus pour les besoins de l'enquête et qui actuellement ne bénéficient pas de garanties de protection dues à leur minorité. Enfin, la proposition 7, et qui est vraiment le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est compléter le statut actuel de l'administrateur ad hoc afin de clarifier ses missions, de renforcer sa formation, son indépendance et ses obligations. Madame Niezon a accepté de bien vouloir nous relayer sur une proposition de loi que nous pourrions formaliser autour de cette proposition 7. Il va falloir que nous la rédigions, donc je lance un appel à tous les juristes présents dans la salle, mais nous essayerons de déposer effectivement une proposition de loi pour que l'administrateur ad hoc ait enfin, et plus de 24 ans après la signature de la Convention internationale des enfants, parce qu'il y a une erreur dans notre programme, nous avons mis 20 ans, c'est bien le 24e anniversaire de la signature de la Convention internationale des enfants. Nous allons donc rédiger une proposition de loi que madame Niezon soumettra d'abord dans un premier temps au ministère de la Justice, puis après, nous l'espérons, à l'Assemblée nationale. J'en termine en émettant deux souhaits. La présence de 30 agents du Conseil général de l'Ardèche, dont 2 exercent des missions d'administrateur ad hoc, me fait espérer que des rencontres puissent être organisées en 2014 entre les administrateurs ad hoc des 2 départements de la Drôme et de l'Isère, aux fins de mise en commun d'expériences et de bonnes pratiques dans l'intérêt supérieur des enfants. Je voudrais terminer par un message d'espoir en vous disant que chacun d'entre nous peut contribuer par son écoute, son humanité, son éthique, son discernement, à ce que ce parcours de l'enfant victime ne soit pas seulement un parcours d'obstacles, mais un chemin qui mène à d'autres chemins. Je vous souhaite une bonne journée, riche en rencontres et en débats, et je passe tout de suite la parole à madame Cléo Delon.